Il y a une phrase de Gérard Chaliand que je cite assez souvent qui dit la capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce. Parce que vous voyez bien qu'on est tout à fait dans ce genre de situation. Peut-on accuser le pays qui a subi la Shoah de pouvoir lui-même, un jour ou l'autre, pratiquer un massacre qui s'assimile à du génocide? On voit bien que ça choque et on voit bien que l'attitude des Occidentaux à l'égard de l'agence d'aide aux réfugiés est une attitude comment dire, l'Arabie Saoudite bombarde les Houthis depuis plusieurs années. Il n'y a pas de troupes au sol. Hein. Les Saoudiens ne veulent pas risquer leurs hommes. Donc ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent. Et quand les Houthis sont dans cette situation où personne ne veut s'intéresser à eux, qu'est-ce qu'il leur reste comme solution, si ce n'est d'internationaliser la crise? Ce qu'ils ont fait avec leurs attaques de pétroliers. Donc quand on refuse de gérer une crise parce qu'on a envie de se vexer avec un pays comme l'Arabie Saoudite, on internationalise, on pousse à l'internationalisation d'une crise. Donc après, on peut toujours envoyer des bateaux et puis bombarder les Houthis, mais enfin, en gros, on bombarde les victimes. Or moi, ce qui m'intéresse dans les crises, c'est les victimes. Donc là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est une conjonction que je trouve assez scandaleuse, parce qu'encore une fois, personne n'a fait pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'on arrête le massacre au Yémen. C'est vrai que si vous regardez sur le moyen terme, depuis l'Israël de 1947 à l'Israël d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'extension territoriale d'Israël, si vous voulez, on ne peut plus plaider la cause de l'État encerclé, etc. etc. Bon. Donc on est sur quelque chose où effectivement, c'est un sujet sur lequel il faut essayer de revenir, c'est-à-dire qu'effectivement, les motivations de notre diplomatie dans la région tiennent compte à la fois de notre histoire, du poids des lobbies qui vont représenter les acteurs de la région, etc. etc. Il y a 4 jours, plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou, du Likoud, ont manifesté, ont plaidé pour recoloniser Gaza. Les images ont d'ailleurs beaucoup choqué, puisqu'on voit plusieurs ministres israéliens danser à la suite de ce discours. Ça vous choque aussi, ce discours, cette volonté de recoloniser Gaza avec donc des populations israéliennes? Mais c'est ce qui suppose d'expulser la population gazaoui actuelle. Non, c'est plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans l'opinion israélienne une poussée d'extrême droite qui rapproche des postures nazies. C'est-à-dire effectivement l'idée qu'on va virer une population, qu'on va la supprimer, qu'on va virer le territoire. Il y en a même un qui avait proposé d'utiliser la bombe, ce qui prouve qu'il ne connaît pas bien comment ça s'utilise, ce genre de choses, parce que vous imaginez une bombe nucléaire sur Belfort, comme ça se limiterait aux limites du territoire administratif. Enfin, vraiment, on a donc des gens qui sont dans des postures d'effroyables bellicistes, si vous voulez, et dans le gouvernement israélien. Donc, quand on l'a du Hamas, on dit c'est normal, ce sont des radicaux. Mais quand on l'entend de la bouche de certains, et notamment certains qui proposent la recolonisation, alors que c'était une des conditions du processus de paix, l'évacuation de Gaza, on se rend bien compte qu'effectivement, l'hubris guerrière, si vous voulez, qui s'empare de l'équipe Netanyahou est assez inquiétante. Oui. L'Iran, effectivement, a joué sa carte en jouant avec ses alliés locaux. Et n'oubliez pas que ce qui caractérise la région, en dépit de nos interventions, c'est que c'est une guerre sunnite-chiite qui est en train de se passer. Afghanistan, Pakistan, Syrie, Irak, Bahreïn, Yémen et même Nigeria. Alors vous vous dites, mais nous, quelle est notre légitimité à dire non, c'est ceux-là les gentils, ceux-là les méchants? Il y a quelque chose, si vous voulez, qui fait que le monde arabe est en crise, le monde arabo-musulman est en crise, et ce monde, il y a un moment où il faut le laisser sortir de cette crise par lui-même. Donc dire que l'Iran est mal et l'Arabie Saoudite c'est bien, ça me pose des problèmes si vous voulez, de compréhension. Effectivement, on vit une crise qui est assez nouvelle, si vous voulez, parce que le front, qui était en général assez homogène de soutien à Israël, s'est fissuré. Vous avez décrit le cas pour le cas de la France. Mais je pense à une interview de Villepin, par exemple, qui effectivement a été très critique sur la violence de la répression à Gaza. Or, Villepin est un homme qui a exercé des fonctions, qui a été l'homme du discours de Chirac à l'ONU contre le Moyen-Orient, contre l'invasion de l'Irak, etc. Donc, c'est une voix qui, par elle-même, si vous voulez, par sa force, par la personnalité de l'homme, montre qu'il y a quelque chose, si vous voulez, dont il faut tenir compte. Donc le front n'est plus aussi uni qu'il l'était en d'autres temps, et ça, effectivement, on comprend que vous avez, par exemple, le groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale. Le vice-président est Meir Habib. Meir Habib n'est pas l'individu qui est le plus objectif à l'égard de l'Iran. C'est un lobbyiste pro-israélien, il le dit d'ailleurs très clairement. Et donc je me dis, mais attendez, quelle dignité le Parlement a-t-il à mettre comme vice-président quelqu'un qui a des positions aussi radicales avec un pays dont, encore une fois, l'existence, la texture, l'ancienneté, l'histoire, etc., oblige à respecter. On n'est pas à régler la question du Botswana. Mais ça, malheureusement, le jeu des partis, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus encore cette fois ce paradigme structurant. On ne se dit pas qui va instrumentaliser la crise avec l'Iran.
La Russie est avec suffisamment de problèmes en dehors de ça. La Chine essaye d'intercéder, mais évidemment avec un espèce de passif, parce qu'il n'y a pas les acquis, si vous voulez, qu'avait l'Europe dans cette histoire. Donc on est dans un espèce de monde sans boussole, et ce monde sans boussole, ben, ma foi, on attend la fin du massacre. Sans issue possible. Pardon ? Sans issue possible, en tout cas sans voie que l'Europe serait en mesure de dessiner. Non, moi je n'en vois pas.